Et j'ai maintenant l'honneur et le plaisir de vous présenter le premier expert de notre réunion aujourd'hui. Il s'agit de Janet Blake. Elle est professeure associée à l'université Shahid Beheshti en Iran. Nous la voyons ici avec nous à l'écran. Elle est aussi spécialiste dans le domaine du PCI. Bienvenue, Janet. Merci d'être notre expert et modérateur à ce webinaire aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la première partie de cette réunion pour introduire les indicateurs qui seront discutés à cette réunion. Janet, vous avez la parole. Avant de commencer ma brève présentation sur ces indicateurs liés à l'éducation, j'aimerais moi aussi introduire Alison Kennedy de l'UNESCO qui présentera quelques diapositives sur les ODD, l'ODD 4.7 plus exactement. Pourrions-nous afficher la première diapositive sur la préservation? L'objectif de la Convention de 2003 sur le patrimoine immatériel est bien sûr la préservation de ce patrimoine et les communautés associées. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a différentes mesures qui figurent donc à l'écran et qui contribuent à la préservation. Bien sûr, il s'agit de la transmission grâce à l'éducation formelle et informelle qui est particulièrement important pour nous aujourd'hui, mais vous en verrez également d'autres qui sont soulignés ici en vert, auxquels les programmes éducatifs peuvent contribuer de manière différente. Il peut s'agir de documentation, de recherche, de préservation. En d'autres termes, les programmes éducatifs sont intégrés à la préservation du patrimoine culturel. Nous voyons sur cette suivante diapositive quelles sont les différentes approches liées à la préservation du patrimoine culturel. Si vous voyez en haut à droite, sur ce cercle en haut à droite, vous pouvez voir que les étudiants peuvent apprendre de et avec le PCI. Cela passe par le contenu éducatif, l'enseignement, qui a bien sûr des avantages. À droite, vous voyez également que les étudiants apprennent sur l'environnement, qui peut contribuer à leur sentiment d'appartenance et contribuer à la diversité. Et enfin, en bas, nous pouvons voir que enseigner le patrimoine culturel immatériel, de manière générale, contribue à la transmission de ce patrimoine aux générations futures. Dans les 4 prochaines diapositives, j'introduirai brièvement les indicateurs liés à l'éducation que nous utilisons aujourd'hui dans la mise en œuvre et dans le suivi de cette convention. Le premier est l'indicateur 4. Cet indicateur mesure dans quelle mesure l'éducation formelle et informelle renforce la transmission du PCI et promeut le respect du PCI. Cela passe par certaines activités, notamment l'implication des experts qui conçoivent les programmes éducatifs du PCI. Cela passe également par les méthodes d'apprentissage pour intégrer le PCI et pour le préserver en ce qui concerne les enseignants dans le domaine de l'éducation. Et j'ai tenu à mentionner sur cette diapositive la question 4.3. Elle montre qu'il y a de nombreux acteurs, de nombreuses institutions qui participent à ce processus. Et nous souhaitons analyser comment ils mettent en place différentes activités qui contribuent à la préservation du PCI. Cette diapositive introduit l'indicateur 5. Cet indicateur se concentre sur le système éducatif au niveau primaire et secondaire surtout, et la manière dont il est intégré dans le curriculum, dans les programmes scolaires. Cela pourrait inclure notamment l'apprentissage à d'autres domaines. Et comment cela peut être utilisé pour renforcer l'apprentissage et l'enseignement sur et avec le PCI et le respect pour le PCI. Par exemple,
Un exemple de cette inclusion peut passer par l'apprentissage de la physique, de la chimie. Les élèves peuvent ainsi réfléchir à leur propre PCI et ainsi incorporer notamment l'apprentissage dans la langue maternelle, l'éducation multilingue ou encore le contenu local dans les curriculums éducatifs. Ensuite, l'indicateur 6. L'indicateur 6 se penche sur l'éducation post-secondaire. Donc, après les deux niveaux précédents, et comment cela appuie la pratique et la transmission du PCI, ainsi que l'étude de ses dimensions sociales, culturelles et autres. Par exemple, il peut s'agir de renforcer des mesures de transmission dans le domaine de l'artisanat, de la musique, de l'art ou dans d'autres domaines, ou des formations professionnelles et techniques qui enseignent le PCI et peut augmenter les chances d'apprentissage. Et enfin, le dernier des indicateurs qui nous intéresse est l'indicateur 12. Cet indicateur qui concerne les mesures juridiques. La moitié de ces indicateurs reflètent la diversité du PCI et l'importance de sa préservation et bien sûr la mesure dans laquelle ils sont mis en œuvre. Ces mesures juridiques peuvent être importantes, peuvent permettre de renforcer la reconnaissance du patrimoine culturel et matériel, peut renforcer ces pratiques de transmission et aussi promouvoir l'éducation multilingue. En d'autres termes, des éléments mentionnés dans les indicateurs 4, 5 et 6. Cette prochaine diapositive vous donne juste un aperçu du suivi périodique de cette convention. Je devrais mentionner que le cadre global de résultats, le cadre de suivi, a également été incorporé au suivi périodique. Si vous regardez en haut, vous pouvez voir plusieurs cases. La case A est une case d'introduction. Ce que nous voyons, sur ce quoi nous nous concentrons aujourd'hui, c'est la case B. Et vous pouvez voir des différents indicateurs qui vont donc de 1 à 26. Pour nous, c'est les points 4, 5 et 6 et l'indicateur 12 qui sont les indicateurs liés à l'éducation. Avant de donner la parole à Alison, je tiens à mentionner qu'il y a certaines difficultés liées à ces indicateurs. Et notre objectif ici est de mettre en place des orientations pour aider les États parties. Par exemple, vous pouvez retrouver certaines questions sous un indicateur. Par exemple, pour l'indicateur 4, il y a 4 questions. Pour l'indicateur 5, il y a aussi 4 questions. Il y a 2 questions sous l'indicateur 6. L'indicateur 12 a également plusieurs questions. Et ces questions sont souvent très nuancées. Il peut être parfois difficile de distinguer ces questions. Par ailleurs, certains exemples que les États peuvent ne pas fournir en ce qui concerne les activités éducatives eh bien, peuvent être pertinents à plus d'une question. C'est pourquoi il est important qu'ils puissent distinguer quels sont les aspects qui sont pertinents à différentes questions. Par ailleurs, malheureusement, il y a encore insuffisamment d'indicateurs qui permettent de suivre ça au niveau national. Il est difficile parfois de rassembler des informations sur la conception, la structure des programmes éducatifs, en particulier en ce qui concerne l'aspect de participation. Cela est en partie dû au fait que l'établissement de rapports dans le domaine éducatif ne prend pas en compte le PCI. Et l'une des choses que nous souhaitons réaliser, c'est encourager ce suivi. Et enfin, en ce qui concerne la terminologie, les domaines du PCI et de l'éducatif utilisent parfois des termes très spécifiques, notamment les porteurs des communautés, qui est un terme très spécifique. Un terme peut être
qui ne se retrouvent pas dans le domaine de l'éducation, et de même des termes utilisés dans le domaine de l'éducation, de la culture, ne se retrouvent pas dans le domaine du PCI. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous comprendre, à comprendre la langue de l'autre et à travailler ensemble. Et maintenant, j'aimerais demander à Alison de prendre la parole et de présenter ses diapositives. Merci, bonjour à tous. Est-ce que l'on pourrait afficher la diapositive suivante? La cible 4.7 de l'ODD, comme vous pouvez le voir à l'écran, est l'une des cibles les plus complexes et elle est très difficile à mesurer. L'objectif de cette cible est de garantir à ce que d'ici 2030, tous les élèves aient des connaissances et des compétences requises pour la promotion du développement durable. Et le reste de cet objectif détaille les manières d'y parvenir, notamment en ce qui concerne la promotion de la diversité culturelle et la contribution culturelle au développement durable. La Convention de 2003 est l'une des manières d'encourager les États membres à encourager le développement durable en garantissant le respect du PCI et son intégration à l'éducation formelle et non formelle. Puisque cet objectif, cette cible est si complexe, l'UNESCO aujourd'hui utilise un certain nombre de différentes approches pour essayer d'évaluer les progrès des pays. De la même manière, un cadre d'indicateurs a été développé par l'UNESCO ensemble avec des organisations partenaires et des États membres pour le suivi et l'examen de l'ODD 4 de façon générale. Il contient tous les indicateurs globaux pour le suivi de l'indicateur de l'ODD 4, dont il y en a aujourd'hui 12, et plus de 30 indicateurs thématiques. Pour l'ODD 4, il y a aujourd'hui 6 indicateurs. Comme vous pouvez le voir, aucun ne se concentre sur les aspects culturels de cette cible. Même si la culture est illustrée dans les instruments utilisés pour recueillir les données sur l'indicateur 471. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les données nécessaires pour l'indicateur global sont rassemblées dans le cadre de l'établissement des rapports par les États membres sur la mise en œuvre de la recommandation de 1974 sur la compréhension de l'éducation internationale, la coopération, la paix et l'éducation liées aux droits humains et aux libertés fondamentales. Cela est similaire au processus d'établissement de rapports sur les indicateurs liés à l'éducation que nous avons vu précédemment. La réunion d'experts qui s'est tenue à la fin de l'année précédente a exploré comment les pays peuvent explorer ces indicateurs liés à l'éducation, et les indicateurs liés à l'éducation se concentrent sur les indicateurs que nous voyons à l'écran. Lorsque les données seront disponibles, nous espérons qu'elles viendront enrichir les autres données qui nous permettront d'atteindre la cible 4.7 de l'ODD 4. Alors, nous ne souhaitons pas qu'ils remplacent les indicateurs qui existent, mais qu'ils apportent des éléments pour progresser, pour atteindre la cible 4.7 et pour la mise en œuvre de la Convention 2003. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alison. C'était extrêmement intéressant. J'aimerais maintenant inviter Hela Lotz-Sisitska à nous faire part de ses réflexions par rapport à ce que nous venons de voir. Hela est une éminente professeure de l'Université Rhodes d'Afrique du Sud et experte principale dans le domaine de l'éducation. Est-ce que vous voulez bien allumer votre caméra? Très bien. Je suis ravie de vous voir ici et j'aimerais que l'on voit plus en détail en fait l'interconnexion entre le patrimoine vivant et l'éducation. Donc, quels sont effectivement les avantages importants pour les pays que de
s'efforcer de réaliser l'ODD 4.7 en incorporant patrimoine vivant dans l'éducation. Merci beaucoup pour cette réunion extrêmement importante et j'aimerais vous faire part de quelques réflexions. Nous savons que la culture est le tissu même de l'éducation. L'éducation est finalement une pratique éducative. Donc, il est intéressant que l'on réfléchisse à la nécessité d'apporter le patrimoine vivant dans l'éducation. Pourquoi cela? Bien parce que la plupart des enfants dans le monde aujourd'hui en fait, apprennent avec un fondement culturel hégémonique qui ne découle pas de leur propre histoire. Donc, si on inclut le patrimoine vivant dans l'éducation, cela permet de remédier à ce déséquilibre historique. Et il est très important également que l'on comprenne, et en fait, on comprend, et tout enseignant le sait, il y a un lien très étroit entre la culture et la langue. Et la langue, en fait, naît de nos cultures. Et c'est un atout, bien entendu, très important pour l'apprentissage. Et il suffit de voir qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas apprendre dans leur langue maternelle. On se rend compte à quel point c'est important de pouvoir apprendre dans sa langue maternelle en tant que fondement de sa culture. Donc, on constate qu'il est nécessaire d'appuyer l'apprentissage dans les langues locales et de s'appuyer sur les cultures locales. Et ce sont les ressources du patrimoine culturel immatériel dont on parle. Ainsi, les apprenants peuvent mieux appréhender des conceptions abstraites qui dominent souvent dans les systèmes éducatifs. Et il faut aussi élaborer un paradigme plus fort, l'apprentissage en tant que lien, où effectivement les écoliers peuvent trouver un sens dans leurs rencontres éducatives par rapport à leur culture, la culture de l'école et le système éducatif. Et il ne faut pas supposer que c'est la même chose. Comme je l'ai déjà dit, un grand nombre d'enfants voient leur culture marginalisée par rapport au système d'enseignement généralisé. Donc, il s'agit là d'une ressource fondamentale pour permettre un enseignement et un apprentissage qui a un véritable sens. Et cela fait partie du concept d'éducation de qualité. Alors, c'est un argument subtil mais très important. Et il ne faut pas séparer la culture de l'éducation. Il faut en fait que retrouver les cultures des enfants, leur permettre d'apprendre sur cette base des concepts souvent plus abstraits et qui leur sont plus étrangers, cette vision du monde que l'on retrouve dans les systèmes éducatifs. Voilà ce que je souhaitais dire. Pour commencer, merci Janet, merci Alice. Bien, écoutez, merci beaucoup, effectivement très intéressant. Étant donné qu'il y a un déficit d'information parfois entre les secteurs de la culture et de l'éducation, comme vous l'avez dit, comment est-ce que vous pensez que les rapports au titre des indicateurs sur l'éducation dans le cadre de la Convention de 2003 peuvent contribuer au suivi de cette ODD? En quelques mots, Ayla. Comme je le mentionnais plus tôt, le fait qu'il faille mettre l'accent sur l'apprentissage des écoliers. Donc, si on pouvait élaborer des indicateurs plus fort en fait pour cet apprentissage comme lien entre le patrimoine vivant et l'école et voir comment les pratiques pédagogiques qui peuvent appuyer les acquis des écoliers justement se fondent sur ces approches. À ce moment-là, je pense que ce ne sera pas aussi difficile d'établir un lien entre le rapport au titre de la Convention et le rapport au titre des ODD, en particulier l'ODD 4.7, comme l'a dit Alison, c'est effectivement celui qui met en avant l'importance de la culture dans l'éducation. Cela étant, il est important également pour nous de développer des outils plus forts pour le suivi de la réussite des apprenants, et cela donc en lien avec le patrimoine vivant. Et je pense que ça n'est pas encore bien développé dans le système éducatif au sens large. Donc, il faut pouvoir travailler en partenariat dans le cadre de programmes de recherche, par exemple, pour développer ce type d'indicateurs sur la base des expériences d'apprentissage des écoliers où les pratiques du patrimoine vivant sont très développées pour leur apprentissage. Et cela fait partie intégrante de ce qu'on appelle éducation de qualité. J'espère qu'on pourra le faire. Merci beaucoup.
Et il faut rester positif et optimiste par rapport à ce qui peut être fait, sans se concentrer uniquement sur ce qui est difficile. Alors, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter Tim Curtis, secrétaire de la Convention pour la sauvegarde du PCI, qui va nous dire quelques mots. Tim, vous avez la parole. Et là, si vous pouvez éteindre votre vidéo. Tim, oui, oui, votre vidéo est allumée. Parfait, la caméra est allumée. Eh bien, merci, Janet. Bienvenue à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. Malheureusement, en raison d'autres obligations, je vais devoir vous quitter à 14 heures. Mais comme vous le savez, il y a un certain nombre de réunions, des travaux qui avancent. Et je dois dire que c'est très encourageant pour moi en tant que secrétaire de la Convention que de voir que cela va de l'avant, à commencer par les travaux sur le cadre de résultats global, travaux entamés il y a quelques années. Depuis lors, le travail que nous réalisons sur le PCI et le patrimoine vivant et l'éducation, eh bien, je dois dire que ce cadre de résultats global nous a ouvert un grand nombre de voies pour le PCI, pour travailler de façon intersectorielle et en particulier avec l'éducation qui est un élément essentiel de la Convention du PCI. L'article 2 le mentionne comme un aspect essentiel de la sauvegarde. Mais le cadre de résultats global nous offre cette opportunité, comme nous le faisons aujourd'hui, d'approfondir avec nos collègues de l'éducation pour voir comment opérer un suivi de ces travaux. Et cela nous offre également des opportunités dans d'autres domaines, mais ce n'est pas ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Je souhaite également remercier Ella d'avoir mentionné le fait que l'éducation en tant que telle est une forme de pratique culturelle et donc à certains égards un élément du PCI. Et au cours des siècles derniers, nous avons structuré ce qu'on appelle des écoles. Mais je pense que pour bon nombre d'entre nous qui subissons ce confinement dû à la pandémie, la plus grande perturbation tient à la fermeture des écoles. Donc, on s'aperçoit bien que les écoles font partie de la vie culturelle au sens large, y compris aussi les aspects économique de la société. Et donc, le PCI, en tant que forme d'éducation, ça s'est toujours produit au sein des communautés. Le PCI est un véhicule de transmission de l'éducation depuis des siècles. Mais nous espérons vraiment que on n'aura pas en fait un univers d'indicateurs parallèles, mais que les indicateurs sur lesquels on travaille pour le suivi de l'impact de la Convention pourront directement être appliqués à l'éducation. Et si on peut avancer dans ce sens, je crois qu'effectivement, on pourra vraiment faire des progrès. Alors, il pourrait s'agir d'examiner l'aspect éducation de qualité. Et pour nous qui travaillons dans la culture à plus long terme, nous souhaitons aussi savoir dans quelle mesure cette intégration permet de préserver la diversité culturelle et de soutenir la créativité de par le monde qui s'exprime par le patrimoine vivant. Donc, je peux dire en quelques mots simplement que je suis ravie d'être ici. C'est très encourageant de voir tous les progrès déjà réalisés. C'est le début d'une phase nouvelle puisqu'on va vraiment rentrer dans les détails de ces mesures et on va voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les différents secteurs pour que les uns et les autres puissent tirer des avantages de ce processus. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup de progrès. Et j'espère que cet exercice sera extrêmement positif. Bien entendu, nous souhaiterions que le patrimoine vivant fasse partie intégrante des indicateurs de l'éducation. Alors, pour nous aussi, il est important effectivement d'assurer cette grande diversité de richesse culturelle, ce que nous appelons le patrimoine vivant. Désolée de ne pas pouvoir rester parmi vous jusqu'à la fin, mais je suis tous ces travaux de très près et j'ai été ravie d'être parmi vous. Cette réunion est tout à fait encourageante. Merci beaucoup, Janet. Merci, Tim.